Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. J'ai un peu honte de vous présenter cette vidéo maintenant parce que je l'ai tournée il y a exactement un an en fait et c'est la preuve cruelle de ma tendance à procrastiner. La voilà enfin, c'est une vidéo que j'ai tournée avec Nicolas de la chaîne Aventure BD qui est la chaîne de la librairie Aventure BD à Dunkerque. On essaye de vous y présenter 5 comics qu'on pense adapter aux plus jeunes lecteurs. Histoire que ce retard ne reste pas impuni, Nicolas m'a donné un gage, et je vous laisserai découvrir ça en fin de vidéo. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo en tant que telle, et je vous retrouve à la fin de celle-ci. Bonjour tout le monde, je suis de retour à Dunkerque dans la librairie Aventure BD, et avec Nicolas, on va vous parler de 5 comics jeunesse. On s'est dit qu'on allait vous faire un petit point sur qu'est-ce que c'est qu'un comics, parce que c'est vrai que la BD en général, c'est quand même quelque chose qui a plusieurs genres différents dedans, et nous, là, on veut vraiment se concentrer sur du comics. Et pourtant, on va vous présenter des choses que, selon vous, enfin de premier abord, vous vous diriez pas forcément que c'est du comics. Selon toi, Nicolas, qu'est-ce que c'est un comics? Alors déjà, un comics, c'est avant tout une bande dessinée, et c'est aussi un livre, parce qu'on va me dire, ah non, la BD, je préfère de la BD, ah non, le livre, vous parlez de livre, mais non, moi je préfère les livres au lieu de la BD, mais voilà, en soi, C'est un livre. c'est un livre. Après, voilà, on a les romans, les albums jeunesse, on a les albums tout court aussi. Et on a, entre autres, aussi la bande dessinée. Dans la bande dessinée, on a plusieurs catégories, donc 3 principales. La BD dite franco-belge, la BD japonaise qu'on appelle le manga, et la BD américaine, qui est le comic books, qui en fait, à l'origine de mémoire, en fait, étaient des petits strips qui passaient dans les journaux, qui après qui ont été reliés et vendus tels quels. Après, au fil des années, ça a évolué dans un petit fascicule qui est publié notamment en moyenne, c'est un petit fascicule de 20 à 30 pages chaque mois. Et ensuite, au moment où l'histoire, le chapitre est terminé, je sais pas, au bout de 7 numéros, ça devient un TBB qui est en fait un format souple ou dur en librairie, relié en librairie en fait. Alors après, ça s'appelait comic strip parce qu'à l'origine, c'était des bandes dont le but c'était de déclencher le rire, d'être drôle. Alors que d'aujourd'hui, les comics sont pas forcément comiques. Enfin, vous prenez Walking Dead, c'est pas spécialement funky fun, quoi. Donc c'est devenu comics. En fait, on divise les genres de bandes dessinées selon leur origine, en fait. C'est ça qui est assez original. Mais dans chaque origine, que ce soit américaine, franco-belge ou japonais, vous avez après du fantastique, de la fantasy, du roman historique, enfin de l'historique, pas du roman, de la jeunesse, enfin, vous avez de tout dedans, quoi. Ce qui est important, c'est pas de se dire, voilà, le comic c'est que du super-héros, le manga c'est que des histoires à la Dragon Ball, le franco-belge c'est que des histoires à la Tintin. Non, non, non. On a tous les genres dans n'importe quoi. Évidemment, dans le comic books, 90% de la production qui est publiée est du super-héros. Mais voilà, vous avez il y en a beaucoup qui viennent, qui lisent du Walking Dead, et quand on leur dit que c'est du comic books, ils sont un peu étonnés. C'est ça. On fait des espèces de cases dans nos têtes, c'est normal, on a envie de catégoriser les choses, mais en fait, ce sont juste 3 mots différents pour parler de la même chose, c'est-à-dire la narration en bande dessinée. C'est exactement la même chose. Et puis, en plus, avec cette catégorisation-là, ce qui est un peu compliqué, c'est que du coup ça met de côté toute la production, je sais pas moi, anglaise, coréenne, africaine, qui peut se faire en bande dessinée et qui doit forcément coller à l'un de ces 3 thèmes. Donc si c'est plutôt avec un style un peu japonisant, en noir et blanc, etc., ça va être dans la catégorie manga. Même si dans les mangas on a quoi, on a les manhwas, enfin on a plein de... Voilà. La franco-belge, c'est un petit peu ce trait un petit peu très clair qu'on a, mais maintenant ça veut plus rien dire, quoi. Et puis il y a les comics, et c'est vrai que ces 3 genres-là, ils sont aussi beaucoup influencés par des références culturelles, en fait, qui sont assez présentes dans ces 3 parties du monde et qui sont pas forcément les mêmes selon les différentes. C'est pour ça que quand j'entends parler, oui, du manga français, c'est pas du vrai manga, le comics, c'est pas... En soi, si, c'est pas parce que voilà, la personne... je prends par exemple chez Glénat Comics, l'un des premiers titres qui sont sortis est Infinite Loop, qui est réalisé par Elisa Chartier et Pierrick Collinet, qui sont des Français fans de comics, qui ont commencé leur carrière, qui maintenant font vraiment des choses géniales. Génial. Super. Et voilà, et ils sont édités aux États-Unis, ils sont édités en France. Ils s'inspirent de la culture comics, parce que ils ont grandi avec ça. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont pas américains qu'ils peuvent pas faire du comics. Ils connaissent les codes. Évidemment, ils les adaptent consciemment ou non avec la culture française aussi. Voilà. Mais tout le monde peut faire, enfin
tous les auteurs, c'est pas parce qu'un auteur est japonais qu'il ne peut pas se mettre à faire de la BD franco-belge ou du comics. C'est ça qui est compliqué à l'heure d'Internet et de la mondialisation. Enfin, on se nourrit tellement d'images qui viennent de partout. Enfin, moi j'ai lu du franco-belge, du manga, du comics, et du coup, forcément, je suis pétrie de tout ça. Et si je devais, mais je ne pense que je ne le ferai jamais, mais si je devais faire une bande dessinée, forcément, on retrouverait ces 3 trucs là-dedans. Maintenant, c'est une façon de ranger les livres en librairie aussi. C'est une façon de pouvoir les catégoriser pour que les gens retrouvent facilement le type d'œuvre qu'ils aiment bien, parce que c'est vrai que souvent, on sait plutôt le format et le type de récit qu'on regroupe comme ça. Mais au final, comics, manga, BD, ce sont des bandes dessinées. Voilà, il faut chercher de bonnes histoires. Et du coup, nous, les livres qu'on va vous présenter, ce sont des bandes dessinées américaines. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler ça une vidéo sur les comics pour la jeunesse, même si vous allez voir, ils n'ont pas tout le format comics comme vous pouvez l'avoir. Pas vous dire que, mince, ils vont parler de comics, ils vont parler de Superman, Batman. Non, justement, pas du tout. Pas du tout, non. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les comics, c'est réservé aux grands ados ou aux adultes. Mais il existe quand même quelques comics qui sont tout à fait abordables à partir d'un assez jeune âge. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Alors, en France, il y a pas beaucoup de publications pour la jeunesse en comics. Et aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup plus notamment d'adaptations de séries animées. Mais globalement, le pourcentage de production jeunesse est très faible. Mais pour autant, il y a beaucoup de petites pépites. Il y a beaucoup de chouettes petites choses qui peuvent permettre aux enfants et aux préados de s'initier à cet univers assez chouette, et on va vous en parler tout de suite. La première BD dont on va vous parler, c'est Lumberjanes, qui est écrit par toute une série de gonzesses super chouettes, mais la principale c'est Noelle Stevenson, qui a déjà cartonné avec sa web-série, son webcomic Nimona. C'est l'histoire d'une bande de gonzesses qui font partie, c'est des ados, elles ont entre, 13 et 15 ans, et elles font partie d'une espèce de groupe de scouts qui s'appelle les Lumberjanes, et lors d'un camp scout, elles découvrent que dans la forêt alentour, il y a plein de choses étranges qui se passent. Il y a des yétis complètement émo, il y a un camp scout de garçons où c'est tous des zombies, enfin bref. Et grâce à tout ce qu'elles apprennent avec les scouts et grâce au pouvoir de l'amitié, elles arrivent à faire vivre plein d'aventures et à s'en sortir très bien. C'est une super histoire pleine d'amitié, avec plein de filles qui correspondent à tous les stéréotypes de filles que vous pouvez connaître, mais qu'en fait elles sont toutes beaucoup plus, avec des personnalités beaucoup plus profondes et complexes que ce qu'on pourrait croire. Enfin, moi j'ai adoré cette BD. Le souci, c'est qu'il y aura la suite. Mais pour ça, il faudra en gros racheter le premier tome parce que la suite va être sous forme d'intégrale. Il va contenir, pour le même prix que Lumberjanes tome 1 qui est à 14 €, l'intégrale qui sera aussi à 14 € mais qui va contenir à nouveau le premier tome. Et le tome 2. Et le tome 2, voilà. Donc en somme, ceux qui ont acheté le premier tome sont un peu pénalisés. Ça commence à être du grand n'importe quoi pour la collection Urban Kids, qui avait très bien commencé et qui était pour moi surtout des histoires à partir de 7 ans. L'Urban est très bien, mais c'est plutôt à partir de 10-12 ans. Et pour moi, elle n'a pas sa place dans la collection Urban Kids. Elle est géniale. Il y a un côté un peu à la Scooby-Doo au niveau des enquêtes. C'est à mourir de rire, c'est très bien fait. Et puis les dessins sont malheureusement super, pour moi, pour la collection Urban Kids, je trouve qu'elle se cherche un peu depuis quelques temps. Et du coup, il y a des titres qui apparaissent qui ne devraient pas y être. Et du coup, quand les personnes arrivent, ils voient Urban Kids, mais ils voient Lumberjanes, on leur dit oui, c'est pour les enfants, mais pas pour 7 ans, contrairement à d'autres séries dans la collection. Voilà. 12-13 ans. C'est l'un des problèmes des maisons d'édition, c'est quand ils veulent cloisonner par tranche d'âge, et des fois du coup ils perdent des acheteurs potentiels, alors que cette série-là, ok, elle est lisible à partir de 13 ans, mais nous on est des grands et on a adoré, quoi. C'était super drôle, il y a plein de choses hyper progressistes en plus au niveau sociétal et tout. C'est une super série, mais bon... Ce qui est génial, c'est que c'est un groupe, donc on n'est pas obligé, contrairement à un héros ou une héroïne, où parfois on ne peut pas forcément... l'aimer, là voilà, il y a tellement de personnalités différentes que forcément les liens entre les personnages, on va forcément s'y retrouver à un moment ou à un autre. Puis bon, ça change une histoire où il n'y a que des héroïnes filles et que le principe c'est pas de sortir avec des garçons ou d'être la plus belle du lycée. Et surtout, une histoire avec des filles, mais qui est bien. C'est pas une série qui a été faite pour montrer. Regardez, on fait une série avec des filles. C'est avant tout une très bonne histoire. C'est des bons personnages. Des bons personnages. Avant tout, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est super. Moi, je vous conseille. Et allez voir le travail de ces gonzesses parce que elles sont toutes elles sont 6 ou 7 à travailler sur la série. Et elles sont toutes des tarées du comics, de l'animation. Aux États-Unis, elles font toutes du super travail. Et voilà. Et tout à l'heure, Jeanne parlait de Nimona, qui était une webcomic. Un webcomic qui est sorti chez Dargo. En intégral. Et qui est très bien aussi. Très bien aussi. Voilà. Donc Lumberjanes, c'est le premier qu'on voulait présenter avec une petite polémique derrière, mais il est vraiment très très bien.
Et on va parler d'Irréel aux éditions Akileos, qui est un one-shot qui parle de cette jeune fille qui est ici, et de son équivalent ici dans un jeu vidéo. Alors, cette adolescente a peu quelques problèmes dans sa vie, même si avec ses parents tout se passe bien, et à l'école ça va globalement, mais on sent malgré tout qu'elle n'est pas très à l'aise dans sa peau. Et un jour, elle reçoit une jeune femme qui lui parle d'un jeu vidéo en ligne, et elle aimerait créer un groupe avec que des joueuses, pour montrer que, voilà, que les jeux vidéo s'adressent à tout le monde, et pas qu'aux garçons. Et elle va découvrir donc, ce jeu vidéo, elle va créer une guerrière, elle va commencer à avoir de l'expérience, etc. Et un jour, elle va rencontrer un petit personnage qui essaie de prendre plein de ressources, et elle va découvrir que derrière ce petit personnage se cache en fait un ado de son âge qui est dans un autre pays et qui en fait lui ne joue pas par plaisir, il joue pour gagner de l'argent. Parce que voilà, sa famille a beaucoup de difficultés, donc il est payé pour monter les personnages des autres et avoir plein de ressources. Et en fait, au début, elle pense que c'est qu'un jeu et que bah, c'est pas grave si elle élimine, etc. Et en fait, en discutant avec lui, elle va vraiment découvrir bah, ce qui se cache derrière bah, le virtuel, que certaines personnes n'ont pas les mêmes chances et que ne jouent pas forcément que par plaisir. Et donc, on va découvrir le monde du jeu vidéo en ligne sans les clichés habituels qu'on a tendance à voir. C'est voilà, elle joue comme n'importe qui peut jouer. Dans la vraie vie, c'est comme ça ses que coups ça de se colère, passe. ses coups de colère, etc. Et en même temps, il y aura une amitié qui va se créer entre deux personnages virtuels qui sont de deux familles complètement différentes, d'éducations différentes. Et ils vont vraiment apprendre à se connaître. Donc voilà, ceux qui ont tendance à encore croire que le jeu vidéo isole les gens, ce qui peut être vrai, mais un peu pour n'importe quelle passion qu'on. Parce que tout est une addiction en soi. Ça peut peut être une isoler, addiction, mais ça fait peut aussi isoler, mais rencontrer voilà, ça fait d'autres rencontrer plein de gens. Et pour moi, voilà, ça c'est une très belle histoire. Les dessins sont super peps Ouais. en plus. Ouais, Enfin, c'est plein de couleurs, voilà, c'est assez. c'est dans la vraie, comme ça s'appelle dans la vraie vie, et pour moi, ça représente bien C'est vraiment. le jeu vidéo, C'est un peu tel qu'il est aussi aujourd'hui. Le dessin est un peu cartoony comme ça, assez sympa, assez frais, je dirais. Ouais, Enfin, ouais, qu'est-ce ouais. que t'en penses Je trouve que c'est une. Voilà, Akileos fait quelques comics, et celui-ci, pour moi, voilà, fait partie des bonnes surprises que j'ai eues il y a quelques années. On poursuit avec Seconds aux éditions d'Argo, qui est réalisé par Brian Lee O'Malley. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur de Scott Pilgrim, qui est encore disponible chez Milady. La seconde donc, est encore une fois un one-shot, pareil à partir de 12 ans, qui est l'histoire d'une demoiselle qui est cuisinière, qui travaille dans un restaurant où en fait on sent que c'est pas vraiment la vie qu'elle a choisie. Elle, ce qu'elle rêve, c'est de fonder son propre restaurant. Donc c'est ce qu'elle va commencer à mettre en place en faisant des choix qui sont pas forcément les bons au départ. Et un jour, elle va découvrir des champignons avec un petit carnet. Et en fait, une espèce de fédéologie va lui apprendre que si elle mange ce champignon en notant après une décision qu'elle regrette, qu'elle aimerait changer, ensuite elle dort et elle va pouvoir modifier son passé. Et le souci, c'est qu'elle va un peu trop profiter de ce don, et évidemment, ça va pas se passer. Voilà, toute sa vie va être complètement chamboulée. Et c'est du même acabit que Scott Pilgrim, c'est-à-dire, de mémoire, je crois que Brian Lee O'Malley est un Canadien, donc c'est du comics. Mais il y a plein d'influences au niveau de dessin qui fait penser un peu du manga. Il y a des influences sur la musique, le cinéma, la pop culture en général. Voilà, c'est vraiment une œuvre mixte qui sort un peu, voilà, c'est mis dans le genre comics, mais ça a sa place vraiment partout. C'est de la BD au sens large. C'est touchant, c'est drôle, c'est émouvant parfois. Il y a un petit côté fantastique, notamment donc, la personne, donc c'est la fameuse fée de logis qui apparaît comme ça dans son armoire. Donc elle demande qu'est-ce qui se passe. Et en même temps, comme dans Scott Pilgrim, elle n'est pas étonnée en fait. Parce que dans l'univers de Brian Lee O'Malley, tous les éléments un peu fantastiques, ben, pour les gens, c'est tout à fait normal. Et c'est en un seul tome, il n'y a pas de suite. En un seul tome. C'est bien ça, Ouais. parce que du coup, C'est c'est vrai. vrai que des fois les comics, c'est un petit peu compliqué parce qu'on se lance dans une série qui a déjà 25 tomes de sortie qui coûte chacun 20 balles. Et là, non, là c'est en un seul tome, une intégrale, bon, assez conséquente en plus, hein, donc on la dévore pas en 5 minutes. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Calvin et Hobbes.
Calvin et Hobbes. Alors, de Bill Watterson, donc je pense que vous avez peut-être tous déjà vu au moins une fois ce petit garçon et son tigre qui est en fait une peluche, mais il imagine qu'elle est vivante. Un peu comme dans Winnie l'ourson, voilà, un peu. Ouais. Et donc originalement c'était en fait une bande dessinée qui paraissait, une mémoire il me semble, toutes les semaines ou tous les jours dans les journaux. Donc qui étaient des petits strips de 2 à 3 cases en fait, donc avec un début une petite chute. Et en fait Bill Watterson de mémoire a fait ça pendant 10 ans. Après ça il a arrêté, il n'a plus donné d'interview, je crois que d'ailleurs on n'a qu'une photo, une ou deux photos de lui, et il refuse tout contact avec la presse. Et je crois que maintenant actuellement il peint. Et en fait pour lui, Calvin et Hobbes c'est une œuvre qui suffit à lui-même. Donc vous n'allez jamais trouver de produit officiel, une peluche, un jeu vidéo, Des ou je ne sais pas quoi. figurines. Si vous en trouvez, c'est pas de l'officiel. Parce que voilà, pour lui, il n'y a pas besoin. L'œuvre se suffit à lui-même. Et pour moi, c'est tout à fait vrai. Il faut respecter le choix de l'artiste, même si j'aurais adoré avoir une peluche de tigre comme tout le monde. De quoi ça parle? Alors, ça parle, c'est du quotidien d'un petit garçon, Calvin, de sa peluche, et de sa vie, en fait, de tous les jours avec ses parents, sa famille, à l'école, etc. Et c'est le genre d'œuvre que tout le monde peut lire, à n'importe quel âge, 7 ans, les adultes, les personnes âgées, enfin n'importe qui, mais tout le monde va l'apprécier à sa manière. C'est-à-dire, si un enfant de 10 ans se le met à lire, il va l'apprécier, il va rigoler, etc. Il va le donner à sa père, sa mère, ou quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus vieux ou de plus jeune. Ils vont également l'apprécier, mais à leur manière. Et pareil, si l'enfant le lit à 20 ans, il va normalement encore apprécier, mais il va découvrir d'autres sens de lecture. Donc c'est vraiment une œuvre complète. C'est parfois très philosophique en fait. Enfin, des fois, il y a vraiment, ça fait un peu comme Pico Bob en fait. Oui, Que- dans la même lignée que Pico. C'est des aventures qui s'apprécient tout à fait parce que c'est des petites aventures du quotidien, mais c'est aussi du coup des discours sur la vie, sur l'existence, sur à quoi ça sert tout ça. Et moi, je trouve ça super poétique et super chouette. Alors parfois, les adultes qui viennent en librairie, qui connaissent Calvin et Hobbes, me disent ah non, je vais pas donner ça à mon enfant parce que moi quand je l'ai lu, j'ai vu pas mal de réflexions philosophiques, etc. Mais un enfant, certes, il va pas les voir, mais il va l'apprécier, voilà, et il va le apprécier avec son regard d'enfant. Donc si, c'est tout à fait adapté pour des enfants, pour des ados, Et puis, pour tout le monde. faut pas sous-estimer les enfants, parce que la philosophie, elle peut aussi Oui. être tout à fait... c'est pas forcément avec autant de force qu'avec un adulte, mais c'est un premier moyen comment dire, de sensibiliser l'enfant à des réflexions un petit peu plus profondes. Il faut pas penser que c'est des coquilles vides, stupides, qui prennent tout, qui réfléchissent pas. C'est peut-être justement le genre de choses qui peut nourrir leur imaginaire et leur réflexion. Et d'ailleurs, l'auteur, ce qu'il a réussi à faire, c'est en fait tout ce que dit Calvin, certaines vérités qu'il va dire, en fait, c'est des vérités Universel. universelles que nous, en tant qu'adultes, on n'a parfois oublié, en fait. Donc ce genre d'œuvre rappelle en fait, qu'il faut garder son âme d'enfant, ça reste important, et c'est voilà. Pour moi, quand je vois ce genre de bouquin, ben, je suis content de faire le métier que je fais, j'adore le présenter à de futurs lecteurs. Puis c'est une espèce de BD doudou quoi, qu'on garde toute Ouais. sa vie et qu'on relit toujours avec le même plaisir. Et aussi l'avantage c'est que bon là en fait là c'est la dernière édition qui est en train d'être publiée. Vous n'êtes pas obligé de prendre le premier tome jusqu'au tome 20 et de commencer du début à la fin, c'est des strips. Donc vous pouvez commencer par le milieu, la fin, enfin, vous pouvez vous balader dans l'histoire sans souci. À voir absolument. Là, il faut que je vous prévienne, Nicolas n'est pas du tout objectif sur ce qui va se passer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Nicolas, Elle n'est pas objective sur toutes ces autres vidéos. Hein. je vois pas de quoi tu parles. Alors, dernier comic book pour la jeunesse de Picsou de Don Rosa qui est publié chez Glénat. Enfin, parce que pendant des années, c'était publié simplement dans les Picsou Magazine et les albums valaient un peu cher. Donc là, bon, certes, c'est une collection un peu de luxe, mais on les a enfin dans un beau format. Petite histoire. Moi, en fait, j'ai rencontré Don Rosa au Lille Comics Festival il y a plusieurs années, donc qui est un festival de comics. Et en fait, à l'époque, je travaillais sur un site qui traitait d'actualité de comics, et l'un de mes collègues était fan de Don Rosa, de la jeunesse de Picsou. Et quand on a su que Don Rosa était, je me semble de mémoire, l'invité d'honneur du salon, il m'a fait découvrir donc la jeunesse de Picsou, et j'ai adoré. C'est pour moi, je suis pas du tout objectif, c'est pour moi, voilà, si je retiendrais 5 BD à lire, voilà, la jeunesse de Picsou serait dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette collection, je crois qu'il y aura 7 volumes, mais la jeunesse de Picsou n'est que sur 2 volumes. Et dans le premier volume, en fait, vous avez déjà toute l'histoire. Donc ça traite de toute la vie de Picsou
au moment où il est tout petit, où il n'est qu'un scieur de chaussures pour aider sa famille, au moment où il devient le canard le plus riche du monde. Et dans le deuxième volume, en fait, ce sont des chapitres annexes que l'auteur a fait plus tard et qui complètent en fait le premier tome. Mais on peut se contenter du premier volume sans souci. Ça traite de toute la vie de Picsou, jusqu'à son âge adulte, parce que Picsou, c'est un personnage qui n'est pas très aimé, notamment parce qu'il est toujours en lien avec l'argent. D'ailleurs, une fois, j'avais été à Disney et je demandais pourquoi il n'y avait pas énormément de produits dérivés sur Picsou. Et on m'avait répondu parce que voilà, Picsou est très en ligne. Voilà, on parle de Picsou, on parle monnaie. Ouais. Et voilà, c'est pas forcément une bonne valeur à donner aux enfants. Mais Don Rosa montre que voilà, Picsou est un personnage très complexe, qui a une enfance très malheureuse, qui a perdu ses parents. Puis c'est le créateur de Picsou en plus, Don Rosa. Non, Don Rosa n'est pas le créateur de Picsou. Le créateur de Picsou est Karl Barks. Donc d'ailleurs, il y a aussi une collection qui traite notamment de Donald. Et en fait, Don Rosa, avant de se considérer comme un auteur, se considère comme un fan de Karl Barks. Et pour lui, en fait, il a pris, vous avez peut-être dû voir la bande à Picsou, le dessin animé, on voyait souvent Picsou avec ses neveux, lui raconter des petites histoires. Donc moi, quand j'étais au moment de la recherche, la ruée vers l'or, je faisais telle chose. Quand j'étais plus jeune, j'étais sur de chaussures, etc. Et en fait, Don Rosa a pris tous ces petits éléments qu'il a trouvés chez Karl Barks pour créer une biographie du personnage de Picsou. Et on comprend pourquoi il est devenu aussi avare, aussi attaché à sa monnaie, qui en fait n'est pas parce qu'il aime l'argent, certes, mais en fait chaque sou pour lui est lié à un souvenir. Il y a notamment une page où on le voit plonger dans sa fortune, et en fait on rencontre avec chaque pièce un lien avec son passé, et qu'il est voilà, beaucoup plus humain qu'on pourrait le croire. Et pour moi c'est une œuvre qui est magnifique, qui est bourrée de détails. Notamment, vous pouvez regarder chaque case, il y a souvent des gags en arrière-plan avec un cheval qui va embêter un passant, etc. Et C'est quand même hyper complet comme dessin. C'est très complet. C'est un peu old school, mais il y a vraiment beaucoup de choses en arrière-plan qui se passent et tout. Enfin... Et alors, le seul souci que j'ai avec la collection, c'est que je trouve le format un peu petit. Ouais. Parce que dans les premières cases de chaque chapitre, on a une petite dédicace. En fait, on a des lettres cachées qui en fait sont un hommage de Don Rosa fait à Karl Barks. Donc on ne voit pas avec les pages qui sont un peu réduites, mais hormis ça, c'est très bien fait. Et entre chaque chapitre, vous avez des commentaires de Don Rosa qui vous expliquent les influences qu'il a eues pour créer en fait l'épisode qu'il vient de faire. Notamment les liens avec les épisodes de Karl Barks, ses influences au cinéma, etc. Mais en fait, c'est aussi un personnage qui est utile pour découvrir un peu l'histoire américaine, en fait. Aussi, parce ouais. que ça aborde plein de... Voilà, Ruée vers l'or, comme je l'ai dit, c'est... parce que oui, Picsou était écossais, donc à un moment il retourne dans le château familial. Voilà, on découvre plein de périodes historiques et c'est vraiment complet. C'est intéressant que tu vas présenter cette BD là, parce que c'est vrai que généralement les BD tirées de dessins animés Disney, on pense souvent que c'est moins bien parce que c'est de l'adaptation, parce que c'est pour vendre des produits dérivés. Alors, et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Don Rosa, quand on lui parle de Disney, il a des crises d'urticaire. Pour plein de raisons, notamment au niveau la rémunération des auteurs, etc. Le fait qu'ils s'accaparent certains personnages que des auteurs ont créés, certes sous le label Disney, mais voilà, ils ont quand même créé plein de personnages. Et voilà, pour moi, Picsou est un personnage qui est un peu trop sous-estimé, qui mérite, voilà, c'est pas parce que voilà, on a l'image du colérique milliardaire, mais voilà, vous lirez la jeunesse de Picsou, vous allez comprendre pourquoi il est comme ça. Et voilà, c'est un personnage qui a eu beaucoup de difficultés. C'est notamment une page où on parle d'une relation avec son père, je ne veux pas trop vous en dire. Voilà, ça prend... Il n'y a pas de violence ou quoi que ce soit, hein, il n'y a pas de sang, mais ça vous prend au cœur. Ça donne une profondeur au personnage, en fait. Complètement, Et du coup, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage transgénérationnel. Enfin, je veux dire, nous on connaît Picsou, les jeunes gens connaissent Picsou, nos parents connaissent Picsou, nos grands-parents connaissent Picsou. Donc ça peut être le genre de... Même si c'est Donald qui est surtout... c'est surtout Donald voilà, qu'on connaît, surtout exploité, mais voilà. Mais Picsou, on le connaît aussi, quoi. Et du coup, c'est assez sympa pour refaire une espèce de lien entre les générations aussi, je trouve. Enfin, okay. Voilà, donc lisez Picsou. Alors là, on a une édition de Luz qui est très bien documentée. Sachez que, bon voilà, il y a aussi ils ont fait depuis quelques temps, ils ont commencé à la rééditer en presse. Il y aura, je ne sais pas combien il y aura de volumes, ils ont déjà sorti un premier volume. Alors c'est le format est plus grand, donc ça c'est bien. Par contre, bon, le papier de qualité moins belle. Ouais. Et entre chaque épisode, vous avez les épisodes de Karl Barks qui sont ceux qui ont inspiré directement l'épisode.
Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour moi, c'est complémentaire en fait à cette édition-là. C'est un travail historique en fait. Voilà, en fait, là-dedans, on a à chaque fois, il fait référence aux épisodes, mais on n'a pas l'épisode en tant que tel. Il faut acheter l'autre collection. Mais là, du coup, on peut avoir un complément. En plus, je crois que c'est pas très cher. Donc moi, personnellement, je commence à la refaire en presse. Et t'es un peu taré, Nicolas, c'est pour ça. C'est bien, c'est trop bien, Picsou. 1 an. 1 an que j'attends la vidéo. Et tu m'as contacté, Jeanne, et tu m'as dit de te donner un gage. Fallait pas faire ça. Donc, vu que tu as mis 1 an à faire la vidéo, mon gage, ça devra être fait pendant 1 an. Donc, pendant 1 an, 1 fois par mois, tu vas devoir publier une vidéo sur ta chaîne. Au moins 1 vidéo par mois pendant 12 mois. Et si jamais tu réussis pas, tu dois faire un calendrier de l'Avent. Donc, 24 vidéos, 1 fois par jour, tu devras parler d'une de tes lectures de l'année. Voilà, bon courage! Eh bien écoute Nicolas, défi relevé, je trouve que pour l'instant je m'en sors pas trop mal, croisons les doigts pour que ça dure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très vite avec mon bilan des lectures du mois de février et en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures.